Hello, everyone. Welcome. Bienvenue. Bonjour, Hello. Hello, How are you comment... today? very well, fine. Good, Euh, thank et on a la chance aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir un CEO qui, à mon sens, représente quelque chose de très précieux dans l'univers des startups, parce que Charles, c'est un leader qui ne joue pas un rôle et qui n'a pas besoin de prétendre être parfait pour être vraiment inspirant. Dans ce webinaire, on va parler aujourd'hui de leadership, de culture, de management multiculturel, qui est quand même ta force, Charles. Mais aussi, j'ai envie qu'on parle un peu de ton humilité et de la lucidité que tu as, qui sont vraiment à mes yeux des qualités incroyables dans le CEO que tu es pour la société Lemlist. Donc, je te remercie vraiment d'avoir accepté notre invitation à ce webinaire sur le leadership. Et à mon sens, qui mieux que toi pour parler de leadership, vraiment, Charles? Est-ce que je peux te laisser te présenter un peu? Ouais, bah c'est, écoute, c'est super gentil. Ravi d'être là, Déborah. Tu sais que je t'adore. Merci beaucoup de me faire l'opportunité de pouvoir partager des choses. J'espère qu'il y aura des choses intéressantes. Je ferai de mon mieux, en tout cas. Et c'est ce qui compte. Et donc, moi, je suis Charles. J'ai 38 ans. Je travaille je suis dans le monde du travail depuis à peu près 15 ans, une quinzaine d'années. Et j'ai commencé ma carrière dans le conseil, plutôt en finance. Donc, j'ai fait des fusions-acquisitions, quoi, concrètement, pendant 5 ans. Après, je suis parti dans les grands groupes, puisque je travaillais chez Allianz, dans un environnement multiculturel, puisque j'étais aux opérations d'Allianz, donc enfin, dans un département stratégie. Donc, on avait un scope mondial, on avait 36 business units. Et j'ai fait des projets stratégiques pour Allianz, donc par exemple ouvrir des nouveaux sites, améliorer la productivité, des choses comme ça, pendant 2 ans. Et puis après, j'ai une deuxième partie de carrière dans laquelle j'ai été dans des startups, ou ce qu'on appelle des scale-up, donc des sociétés en général que j'ai rejoint J'entends pas. pour... comment? Oh, pardon, ça a coupé. Pardon. Non, pas de souci, non, mais dis-moi si c'est trop long, mais en Non, gros, non, pas du tout. j'ai rejoint des startups souvent à peu près après qu'elles aient ce qu'on appelle un product market fit, c'est-à-dire qu'elles aient qu'elles aient réussi à commencer à réussir à vendre et qu'elles aient vraiment une capacité à avoir des clients. Je les accompagne dans leur croissance. Donc j'ai fait plusieurs industries différentes, plusieurs startups, en général, va de 40-50 employés jusqu'à 300, 400. Donc ça reste des PME, quoi, des TPE PME, et toujours dans des environnements assez internationaux, puisque par exemple la première société que j'ai rejointe s'appelle Botify. Je suis resté 4 ans. Et quand je suis arrivé, c'était déjà une société qui vendait aux États-Unis et en Angleterre, mais assez peu. Et on a beaucoup développé la société, notamment aux US. Moi, j'étais basé en France, mais j'ai travaillé, mais le CEO, cofondateur, était parti aux États-Unis. Et la société, en l'espace de 4 ans, est passée de faire 0% de son chiffre d'affaires aux États-Unis à 80% de son chiffre d'affaires aux États-Unis. Donc, ça a été vraiment super intéressant. C'est là où j'ai appris à travailler avec des Américains, parce que je connaissais moins ça avant. Enfin, j'avais déjà fait, mais sur des missions en finance, etc., donc pas au quotidien. Et après, plus récemment, j'ai été directeur commercial de Skello, qui est une société qui vend des logiciels de planning, où là, j'ai ouvert l'Allemagne et l'Espagne. Donc, on avait essentiellement des opérations en France, mais j'ai ouvert quand même deux pays. L'Espagne avec un peu plus de réussite que l'Allemagne, parce que l'Allemagne, on l'a finalement fermée. Et l'Espagne marche plutôt bien. Alors, j'ai pas été forcément la personne qui a le plus permis ça, parce que je suis parti quand ça a vivoté, quoi. Mais aujourd'hui, ça marche bien. Et plus récemment, j'ai rejoint Lemlist. Donc aujourd'hui, je suis CEO. Et donc, on est une société qui est basée en France, mais on a des employés partout. On est une société distribuée. Donc, on a des bureaux à Paris. On a une vingtaine de personnes. Mais les 120 autres employés sont partout dans le monde. Il y a beaucoup de Français. Je disais à Déborah qu'on est 60%, 50-60% de Français, mais on a des gens en Serbie, en Espagne, au Royaume-Uni, et on a maintenant une présence America, enfin en Amérique. Je dis en Amérique parce que on a des gens qui sont en Amérique latine, Mexique, Colombie, etc. Et on a des gens qui sont au Canada et aux États-Unis. Et donc voilà, on a une présence globale. On n'a personne en Asie, mais on est en tout cas Europe et USA, quoi. Et on a des clients partout dans le monde, on a 140 pays, et on fait 75% de notre chiffre d'affaires à l'export. Voilà.
Waouh, l'Emlist, Ça quoi. va, je suis pas trop long, c'est utile, je m'en rends compte. Magnifique. Pour le coup, je te remercie Charles pour ta présentation et ça montre justement ce que je venais de dire juste avant sur toi, que en tant que CEO, tu surjoues jamais. Enfin, tu es toujours là à dire on, et c'est ce que j'aime chez toi, c'est vraiment ce dirigeant qui est humble, tu avances avec honnêteté, transparence et tu as une forme d'authenticité qui est juste magnifique. Et C'est c'est d'ailleurs le but de notre webinaire qui est développer votre leadership en anglais. Donc c'est bien ça, on va passer la deuxième slide. On a une vingtaine de minutes où on va être sur un talk with Charles Thénault où je vais lui poser des questions qui sont liées vraiment à son leadership, comment est-ce qu'il gère aujourd'hui l'Emlist, parce qu'il l'a dit, il a beaucoup de personnes qui sont situées à l'international, seulement une vingtaine à Paris, ce que tu disais. Hmm. Après, on va voir un peu les différences de leadership entre France et pays anglo-saxons. Donc nous, Charles, on est vraiment ensemble les 20 premières minutes. Après, tu peux intervenir sur la partie que moi je vais présenter sur la différence des leaderships. Et Hmm. ensuite, on va avoir des cas pratiques avec Fabio. Et le but, c'est qu'on va aussi venir, dans nos parties à nous, rebondir sur ce que toi tu vas dire pour voir comment est-ce qu'on le met en pratique dans la vie réelle. Et Ça bah, du va. coup, on va commencer ensemble. Alors, un petit talk avec Charles Thénault qui vient de se présenter, CEO de Lemlist. Je pense que vous connaissez tous Lemlist parce que c'est une entreprise qui est de partout, en fait. On vous connaît, même des fois, on vous connaît sans connaître le nom. C'est ça qui est dingue. Bon, on me dit, j'utilise un outil, bah, c'est quoi? Je me souviens plus. Ah si, c'est Lemlist. Et on te connaît aussi, enfin, on connaît grâce à toi parce que tu es très fort sur les réseaux et aussi grâce au fondateur qui est Guillaume Moubèche, hein, mentionnons-le, on en profite. Moi, Charles, j'ai quelques questions que j'aimerais te poser par contre par rapport pardon, à ta manière de manager. Tu disais que tu avais managé et que tu manages aujourd'hui des équipes qui sont américaines et que tu as collaboré toute ta vie entrepreneuriale, j'ai envie de dire depuis plus de 15 ans, avec des profils qui sont internationaux. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux me dire quelles sont les différences culturelles qui t'ont le plus surpris dans la manière de travailler entre des Français et des Anglo-Saxons? Ouais, alors c'est vrai que donc pour moi, il y a vraiment des différences culturelles, mais il y a même des différences plus profondes qui sont même liées aux compétences, quoi. C'est-à-dire à quelles compétences on développe. Quand je dis compétences, c'est au sens large, enfin, on parle souvent, on sépare soft skills et hard skills, mais pour moi, ça reste des compétences. Et d'ailleurs, je sais plus, j'avais écouté un podcast de quelqu'un qui parlait de l'éloquence et du travail sur la prise de parole en public, et qui disait un truc qui est super intéressant que j'ai beaucoup vu. Qui expliquait qu'en fait, les Américains, ils développent beaucoup plus leur capacité à raconter des histoires, à prendre la parole, à convaincre, alors que les Français, on est beaucoup plus des ingénieurs qui aimons la complexité. Enfin, je dis ingénieurs, évidemment, on n'est pas tous ingénieurs, mais je pense que dans la façon dont on est construit, on a une façon de raisonner qui est très différente, en tout cas des Américains et des Anglo-Saxons. Les Anglais sont encore un peu différents, je les connais un petit peu moins, même si j'avais une filiale en Angleterre, donc j'ai pu un peu pratiquer. Mais en tout cas, les Américains ont toujours. Je pense que le truc numéro un que tout le monde dit et que j'ai vraiment ressenti, c'est que les Américains sont absolument fabuleux à la première impression et de manière générale quand ils présentent. Et quand il s'agit d'aller plus dans le détail et Ouais. de faire que les choses avancent, là, on rencontre des difficultés. Et donc, le cas le plus frappant, en tout cas moi en tant que dirigeant, et ce que je vois même pour les gens que je conseille, c'est qu'ils disent, waouh, j'ai vu cette personne en entretien, elle est éblouissante, elle est géniale. Et puis, ils la recrutent, et puis 3 mois après, ils me disent, en fait, c'est pas génial, il n'y a rien qui avance, je suis déçu, etc. Et c'est parce que les Américains ont une capacité, pour moi, à raconter beaucoup de choses, à raconter des histoires et à transformer n'importe quoi en or, quoi, quelque part, alors que nous, on est vraiment pas doués pour ça. Et donc, ça crée des grosses différences, je pense, dans le monde du travail, puisque la façon dont ils vont présenter des sujets, etc., peut nous emballer vachement. Et je pense que du coup, l'apprentissage, c'est comment est-ce qu'on fait pour bah, déjà, se comprendre, parce qu'on fonctionne assez différemment. Donc, je pense que pour eux, on est d'un morbide, morose extrême. Euh, et donc, il y a comment est-ce qu'on arrive à se comprendre. Et il y a aussi comment on arrive, nous, à s'assurer que, par exemple, un leader américain va réussir à dérouler un plan qu'il a en tête. Parce que souvent, ça s'arrête à des belles slides et une présentation, mais après, comment on fait derrière pour que ça soit vraiment réalisé, quoi. Bah, Donc, c'est je pense que c'est le intéressant premier c'est point. intéressant ce que tu dis, parce que pour le coup, je me demande, est-ce que dans ce cas-là, ce serait pas un peu le combo génial d'avoir des Américains pour dérouler et faire rêver, et ensuite des Français derrière pour maîtriser et mettre en place? Bah si, tu vois, et en fait, même ce que je vois, ce qui marche bien, en réalité, c'est les boîtes où il y a la technologie ou le produit et la tech qui est en France et la distribution, donc le sales et le marketing qui est aux US. Et ça, en fait, ça fonctionne assez bien. Tu vois, par exemple,
t'as une boîte qui s'appelle Datadog, qui est connue, qui est cotée en bourse aux US, qui est, je pense, c'est même pas un succès français parce que les fondateurs habitent à New York depuis longtemps maintenant, mais que la boîte a été mise aux États-Unis. Mais c'est une boîte qui vaut peut-être 30 ou 40 milliards, quoi, tu vois, en bourse. C'est une boîte dont la technologie est en France, parce qu'en France, on a des super ingénieurs et on est très fort pour construire des systèmes, mais la distribution a toujours été américaine. Et c'est sûr que quand tu arrives à combiner les deux, tu as quand même un peu le meilleur des deux mondes, quoi. Après, ça ne veut pas dire qu'en France, on n'a que des mauvais commerciaux et qu'aux États-Unis, ils ont que des Non, bien mauvais sûr que non, ouais. ingénieurs, parce que c'est quand même eux qui ont les GAFA, donc ils sont loin des... Mais d'ailleurs, si tu regardes leurs ingénieurs, c'est rarement des purs américains, en fait. En réalité, si tu vas dans la Silicon Valley, la plupart des ingénieurs, enfin, beaucoup des ingénieurs sont quand même des Indiens et des Chinois, quoi. Ouais, ils ont pas mal de Russes aussi, je crois. Aussi, ouais. Et les Ouais, Russes sont excellents aussi, ouais, là-dedans. ouais, qui sont excellents. Bon, ils ont toujours pas de Français. Mais par contre, on a 43 Français à la tête de licorne aux États-Unis. Bah, tu as quand même Yann Lequin, tu vois, qui est patron de la recherche chez Meta sur l'IA, tu vois. Donc, maintenant, elle est pas technicienne, mais tu as Fidji, qui est patronne des applications chez OpenAI, qui est une française, tu vois. Donc, ça arrive, hein. Mm. Ouais, c'est sûr. Et pour le coup, je sais que nous, en tant que Français, on a vraiment cette culture du débat, alors que les anglo-saxons, pardon, les anglo-saxons, ils ont une culture du consensus. Toi, dans ton leadership avec tes équipes, comment est-ce que tu arrives à passer d'un à l'autre, en fait? Parce que je sais que je t'ai vu avec tes équipes, je sais que tu es beaucoup dans l'écoute, tu es aussi beaucoup dans le débat, tu poses des questions, tu essayes de comprendre. Ça, c'est des choses qui souvent du côté anglo-saxon sont vues comme on regarde ce que je fais, on essaye de m'analyser sur mon travail, on essaye de trouver des défauts, qui est aussi lié à la manière, en fait, si tu veux, dont on vit le travail. Parce qu'aux États-Unis, à la moindre chose, ils peuvent être dégagés enfin, dans les pays anglo-saxons, souvent, ils peuvent être dégagés facilement des sociétés, alors que nous, en France, on est plutôt dans le débat parce qu'on sait que nos postes sont un peu plus sûrs, tu vois. Ouais. Ouais, c'est tout à fait vrai. Et je le ressens. C'est vrai qu'on sent que les Américains sont pas du tout habitués, les Anglo-Saxons sont pas du tout habitués à ce qu'on leur demande leur avis. Plus généralement, tu vois, où si tu regardes, en fait, souvent, c'est des décisions. Alors, ils discutent, mais tu vois, genre, il y a un plan qui est décidé, puis c'est communiqué, puis c'est comme ça. Le côté un peu plus bottom-up, tu vois, où tu vas construire ensemble, puis construire comme ça. C'est vrai que ça les déroute pas mal, mais tu vois, je ressens quand même que ils sont pas si fermés que ça au sujet, tu vois. Et donc, un exemple, par exemple, très concret, il y a pas longtemps, on essayait de faire évoluer notre prix, comment on vend l'Emlist. Et du coup, bah, une des choses que j'ai eu envie de faire, c'était d'avoir des retours des équipes parce que je voulais pas que le sujet du prix soit un truc, tu vois, fait par deux personnes dans la boîte qui parlent finalement le moins aux clients, c'est-à-dire Bien moi. sûr. Euh, bon, enfin, même si j'essaie de parler. Et donc, j'ai essayé de faire en sorte qu'on puisse libérer un maximum l'intelligence collective. Et on a fait un typeform, tu vois, donc un formulaire, et qui était anonyme. Et finalement, tu vois, j'ai eu vachement de retours des équipes canadiennes, tu vois, qui donnaient des bons retours. Je pense que le fait, peut-être, tu vois, du coup, une des réponses, c'est peut-être de savoir comment le faire. Et c'est vrai que sans faire exprès, je l'ai fait de façon anonyme. Enfin, où c'était pas obligatoire. Et j'ai eu l'impression que j'avais des retours qui étaient quand même assez complets des Américains, parce qu'ils donnaient des exemples concrets, etc. Et c'est vrai à l'inverse, chez Botify, quand on essaie de construire des trucs de manière plus en meeting, qu'est-ce qu'on va faire, est-ce qu'on ferait ci, est-ce qu'on ferait ça, c'est un peu beaucoup ce que j'appelle du béni oui-oui, quoi. C'est-à-dire, oui, oui, bien sûr, tu as raison, bien sûr, tu as raison. Et donc, tu as, un peu du mal à en tirer les choses. Mais tu vois, c'est aussi quelque chose qu'on a en France en réalité, parce que tu dis on l'a moins en France, mais on a quand même beaucoup de béni oui-oui dans les boîtes. C'est-à-dire, moi, du coup, je pense que ce que j'essaie de faire de manière générale, aussi bien pour la France que les autres, c'est au-delà, tu vois, de savoir utiliser les bons formats comme bah, un Typeform anonyme, c'est aussi de dire aux gens, non, mais là, en fait, tu es en train de me dire enfin, tu es en train de me répéter ce que je t'ai J'entends, dit, ouais. ça ne m'intéresse pas, quoi. Et donc, je pense que si tu rentres dedans une fois sur deux, enfin, si t'es cash, et moi, tu vois, je suis assez cash, hein, comme toi, je pense, hein, tu vois, genre, quand quelqu'un me dit des banalités, je lui dis, attends, t'es sympa, mais en fait, là, ça me sert à rien ce que tu me dis. Si c'est pour que tu me dises que j'ai raison et que je suis le meilleur, bah, en fait, ça sert à rien qu'on se parle, quoi, tu vois. Donc, dis-moi des choses utiles, ou dis-moi sur quoi t'es pas d'accord. Mais du coup, je pense que c'est quand même vrai pour les deux. C'est juste que ça surprendra peut-être plus un Américain, mais tu vois, je les sens pas forcément arrêtés au truc, quoi. Hmm. Après, c'est intéressant ce que tu dis, parce que pour le coup, je ne pense pas que beaucoup de CEO aient cette humilité de dire, dis-moi la vérité. Ouais, c'est ça. Alors après, ça, c'est aussi relié à la culture qu'on essaie d'avoir dans la boîte, où tu vois, on essaye d'avoir une culture, et du coup, je le dis souvent en entretien, parce que je rencontre tout le monde, où je dis, tu vois, nous, on a la culture du best ID win, tu vois. Et ça, je le répète à tout le monde, je dis toujours, bah,
En fait, moi, je préfère quelqu'un qui me dit non, tu vois, qui me dit je suis pas d'accord avec toi, et que quelqu'un qui me dit je suis d'accord avec toi. Parce qu'en fait, si c'est pour être d'accord avec moi, j'ai pas, enfin, ça apporte pas vraiment beaucoup, tu vois, au débat, quoi. Et donc, je pense que c'est aussi d'être capable d'expliquer aux gens que c'est ça qui est attendu d'eux, tu vois, quand on les recrute, quoi. Ouais, et qu'ils aient cette confiance de pouvoir le faire. Après, je me souviens d'une chose que tu m'avais dit que j'avais énormément appréciée et que j'ai commencé à mettre en place même à Maïs. Tu m'avais dit que pour toi, ce qui était le plus important, c'était au-delà de ce que faisaient comme activité les gens dans ton entreprise, c'était l'impact de chacune des choses qu'ils font pour la Ouais. boîte. Est-ce que ça, tu penses que travailler à l'impact à l'international, ça fonctionne aussi? Ou est-ce que c'est plutôt vraiment Ouais. franco-français? Et c'est super intéressant. Et en fait, je trouve que mon instinct, c'est l'inverse. C'est-à-dire que les Américains, ils ont une vision très, très héroïste, beaucoup plus héroïste que les Français. Où tu vois, les Français, ils aiment construire des systèmes, ils aiment. Tu vois, moi, j'ai le problème inverse, je trouve, avec les Français, c'est qu'ils font des trucs, mais quand tu prends un peu de recul, tu te dis, mais pourquoi tu as fait ça? C'est quoi que tu attends? Qu'est-ce que tu veux impacter comme métrique, etc. À l'inverse, je trouve que les Américains, ils ont une vision très, très court-termiste des choses, tu vois. En fait, je veux créer de la croissance à court terme, et donc, ils ont un côté qui est super bien, tu vois, qui est pragmatique, quoi, tu vois, qui est vraiment bah, comment je crée, comment je ramène du business là pour le quarter qui arrive, quoi, tu vois. Alors que j'ai le problème inverse avec les leaders français, où tu vois, ils font des trucs là, et en fait, tu dis, mais c'est quoi l'impact de ce truc? C'est à quelle échéance de temps? Ils disent, ah, c'est pour la brand, c'est long terme. Et tu vois, je trouve que le truc est toujours, enfin, il faut toujours trouver un peu un équilibre entre ce qui va ramener de la croissance sur du moyen long terme, ce qui va ramener de la croissance sur le court terme. Évidemment, cet équilibre, il peut évoluer dans le temps selon bah, les problématiques que tu as dans ta boîte. Si tu as moins de croissance, tu en as plus à un instant T. Mais je trouve que la recherche d'équilibre, elle est intéressante parce qu'en fait, dans les deux sens, tu as t'as des prismes super différents. Où vraiment, je ressens que les Français aiment les systèmes, aiment réfléchir à des problèmes complexes. Tu vois, par exemple, il y a des Français dans les équipes, je trouve, qui parfois vont automatiser des trucs. Et ils te disent, bah, j'ai passé 3 4 jours à automatiser des trucs. Je dis, mais combien de fois c'est fait ce truc-là par an? Tu vois? Mm. Ah, bah, c'est fait. Enfin, il regarde et il dit, ah, j'ai pas regardé. Il dit, ah, bah, c'est fait 10 fois par an. Et ça prend combien de temps? Bah, ça prend 5 minutes. Bah, je dis, donc, tu as économisé 50 minutes par an. Et ça t'a pris 3 jours, tu vois. Donc, en fait, et tu vois, genre, Bien perdu, quoi. exactement, mais ça, c'est vraiment typiquement français, je trouve. Et à l'inverse, tu vois, les Américains, ils sont hyper pragmatiques. Donc, ils ont un sens, tu vois, très simple du business de, bah tiens, on va closer ça, etc. Par contre, dès qu'il s'agit de penser un peu plus long terme, il n'y a personne, tu vois. Genre, c'est rare, c'est très rare. Et donc, du coup, Mm. ils peuvent te faire des trucs qui sont destructeurs sur du long terme. Parce qu'ils vont, je sais pas, réactiver des prospects beaucoup trop tôt. Ils vont, tu vois, créer un système qui est un énorme bordel, en fait, qui va créer de la dette technique parce qu'ils veulent faire un tel ou tel truc. Ils veulent changer le pricing, donc ils vont changer le pricing comme des porcs, et en fait, ils n'ont pas du tout pensé à quels impacts ça allait avoir derrière. Et donc, en fait, ça va te créer une énorme dette organisationnelle ou technique. Et donc, je trouve que ce qui est intéressant, c'est justement de réfléchir à, tu vois, qu'est-ce qu'il y a à prendre dans les deux côtés, quoi. Bien sûr. Là, on a une question dans le chat, d'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, mais si vous avez des questions pour Charles, n'hésitez pas. On a une question qui dit, de Saba qui dit: Bonjour Charles, donc le management participatif et où la consultation des équipes est possible si elle est bien mise en place. Culturellement, on doit savoir s'adapter au public. C'est bien ça? Ouais, alors bah moi c'est un peu tout mon rêve en fait. C'est-à-dire, enfin en fait, il y a c'est pas moi qui ai inventé ça, mais il y a des courants de pensée, tu vois. Par exemple, dans un livre qui s'appelle Reinventing Organization de Frédéric Laloux, il explique que les organisations, elles évoluent et que le type ultime d'organisation, c'est les organisations opales, dans lequel, en fait, tu as une communication hyper transparente et où les gens qui sont en contact avec le client sont les gens qui savent et du coup qui doivent être interrogés pour la prise de décision. Et donc, il prend un exemple d'un mec qui est CEO d'une boîte où il y a des infirmières et en fait, quand il veut changer un truc dans sa boîte, il n'a pas de département finance ou stratégie. Il fait un article de blog et tous les employés ont accès au blog, mais on parle de genre milliers d'employés, tu vois. Et les employés lui disent pourquoi son idée, elle est conne ou pas, tu vois. Et donc, il prend ses décisions comme ça. Et ça, je trouve ça génial. Et donc, j'essaie de voir comment est-ce qu'on peut l'adapter. Et d'ailleurs, dans tout ce qui est courant lean management, je ne parle pas du tout de tout ce qui est Six Sigma dans l'industrie et tout, mais vraiment le lean au sens pur du terme, c'est-à-dire les méthodologies japonaises de production, etc. En fait, il y a des termes qui disent, par exemple, celui qui fait, c'est celui qui sait. Tu vois. Et donc, en fait, ce que j'essaie de faire, c'est pareil encore, c'est encore trouver un équilibre, tu vois, mais moi, en fait, j'ai la chance d'avoir une vision transverse sur la boîte. Donc, j'ai en tête des problématiques que personne d'autre n'a ou que peu de gens savent parce que je connais les problématiques de A, de B, de C. Et donc, j'ai une vision systémique. Par contre,
j'ai une très mauvaise vision des opérations parce que même si je veux parler à des clients, je peux jamais parler à autant de clients qu'un sales, tu vois, qui parle à des clients toute la Bien journée. sûr. Et du coup, la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour que moi, ma vision systémique, tu vois, de l'ensemble de l'organisation, elle puisse s'appuyer sur la vision client, tu vois, des gens qui parlent avec le client et qui savent du coup ce que le client vit. Et pour moi, c'est vraiment ça l'enjeu, c'est comment on arrive à faire les deux. Et donc, je me méfie pas mal des dogmes et des trucs très, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, mais j'essaie de trouver la bonne configuration qui fait qu'on arrive à utiliser l'intelligence collective, mais en ayant quand même la vision systémique qu'un employé n'a pas, parce que quand tu es sales et que tu parles à des clients, bah, tu as la vision que sales, et donc tu vois ton bout de terrain, mais tu vois pas le truc d'à côté, tu vois, par exemple le produit qui va avoir d'autres problématiques, etc. Et donc, c'est là où je trouve que pareil, enfin, j'essaie de répondre à la question le mieux possible, mais oui, la co-construction est possible, mais elle présente plusieurs problématiques. C'est que, un, les personnes, bah, ils n'ont qu'une vision très limitée du sujet. Donc il faut savoir comment les utiliser et tu peux pas les utiliser n'importe comment. Deux, les personnes, elles ont un job à côté. Donc en fait, leur job, c'est pas de prendre des décisions stratégiques. Moi, mon job à 100%, c'est de prendre des décisions stratégiques. Enfin, j'exagère, Oui, bien donc, sûr. il est dédié à ça. Par contre, quand tu es commercial, si je commence à demander à mes commerciaux de décider, le moindre truc que je veux faire, bah, en fait, je les défocus de leur quotidien, quoi. Tu vois. Donc j'essaie de répondre à la question. Je sais pas si ça, si ça répond, mais du coup, Oui, bien sûr. ouais. Non, tu réponds très très bien. Après, il y a des outils qui te permettent à toi, comme tu le disais tout à l'heure, notamment avec des petites études internes, de remonter toute l'information via tes équipes. Et toi, après, tu peux prendre des décisions parce que tu as vraiment toutes les problématiques. Elle a dit, d'ailleurs, Saba a dit merci pour la réponse qui est bien complète et claire. On a une autre question de Gaël qui dit, bonjour tout le monde, bonjour Charles. Est-ce qu'on peut s'intégrer dans une équipe lorsqu'on est étranger et que sa nationalité n'est pas forcément bien vue? Exemple, en Australie, dans un job en marketing. Pas de PVT, mais que l'image française est dégradée par les travailleurs et du coup, qui crée une certaine défiance. Ah oui. Ouais, bah là, bon, c'est pas du tout ma zone d'expertise, hein, parce que, mais si je réfléchis d'un point de vue logique, je pense qu'il y a deux trucs. C'est un, de choisir l'environnement le plus international possible. C'est-à-dire, si tu vas dans une boîte où il y a que des Australiens et pas un seul étranger, ça sera plus difficile que si tu vas dans une boîte où il y a déjà beaucoup d'étrangers. Donc, en fait, le truc, c'est de choisir l'environnement dans lequel il y a déjà de la diversité, parce que ça, voilà. Et de deux, moi, je suis très fan de couper l'herbe sous le pied. Et enfin, tu vois, genre, si je suis dans une boîte et que demain on me dit, je sais pas, genre, il y a zéro français et qu'on me dit, bah, les Français sont lazy, plutôt que de finir à 23 heures tous les jours pour prouver aux autres qu'ils ont tort, ce que je ferai pas, je ferai deux choses. C'est un, je dirais, vous avez peut-être l'impression que les Français sont paresseux, mais je vais vous expliquer pourquoi vous vous trompez. Enfin, en tout cas, discutons-en de pourquoi vous avez cette impression. C'est quoi les exemples que vous avez eus qui vous ont donné raison ou tort? Quand est-ce que c'est la dernière fois que vous l'avez vu? Et après, je pense que tu as l'exemple, c'est-à-dire quand tu es performant, en général, les gens le savent. Et du coup, je suis plutôt du genre à dire si j'ai envie de réussir dans une boîte, qu'ils n'ont pas d'étrangers, je vais baisser la tête, faire de mon mieux pour avoir de l'impact en respectant les autres et en faisant en sorte que ça les aide. Et je pense que naturellement, la nature suivra son cours, c'est-à-dire que les gens valoriseront mon travail et verront que en fait, je peux avoir aussi, je peux créer de la valeur, quoi. Ouais, non, bah, merci beaucoup. Bon, écoute, je vais, on a eu pas mal de questions. Gaël te dit merci. On va avancer parce que, en fait, nous, on a pour habitude de regarder un peu des études et de faire parler nos experts. Et aujourd'hui, c'est toi notre expert. Et l'une des études qui a été faite par Gallup, State of the Global Workplace, en 2023, c'est de dire que 70% du niveau d'engagement d'une équipe dépend directement de son manager. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Bon, je suis 1000% convaincu. En fait, moi, j'avoue que, enfin, je pense que comme je suis assez simple comme personne, les gens ils me disent très souvent les vraies raisons de pourquoi ils partent des jobs et tout. La vérité, c'est que les gens partent des jobs essentiels et jamais pour l'argent, tu vois déjà. Enfin, c'est très très rare, quoi. Tu vois, évidemment, quand tu es payé 30-40% plus, tu réfléchis, mais en réalité, quand tu as 10% de différence, 20% de différence, les gens partent pas pour ça. Même si les boîtes vont dire il part parce qu'il est mieux payé ailleurs, c'est jamais une vraie raison. Les gens partent parce que ils ont un manager en qui ils n'ont pas confiance ou qui n'est pas inspirant ou qui leur apprend pas des choses, ou ils partent parce qu'ils n'ont pas de reconnaissance. Et la reconnaissance, elle passe quand même par le manager. Parce que c'est le manager qui a la meilleure visibilité sur ce que font les gens. Et la reconnaissance, je pense que c'est le moteur numéro un des humains. C'est-à-dire, en fait, tu fais un truc, tu as envie d'avoir de l'impact, tu as envie d'avoir de la reconnaissance.
et tu as de la reconnaissance, tu te sens épanoui dans ton poste, tu es heureux. En fait, il n'y a aucun argent qui t'apportera autant de bonheur que juste de sentir que sur 50% de ce que tu fais dans ta vie, c'est-à-dire ton boulot, bah, en fait, tu es valorisé, tu es rewardé, tu vois, et tu reconnu. Donc, pour moi, et ça passe par le manager. Donc, c'est certain, quoi, enfin, j'ai vraiment aucun doute sur ça, quoi. Et ça, c'est international, quoi. Bah, je pense que c'est l'humain en fait. En fait, quand Ouais. tu es humain, tu as envie d'avoir, t'as envie, en fait, quand tu es humain, tu as envie d'appartenir. Et en fait, appartenir, ça veut dire être reconnu. Parce qu'en fait, le sentiment d'appartenance, c'est ce qui joue sur la sécurité, tu vois. Donc, c'est en fait, je suis en sécurité parce que j'appartiens sur un groupe et je me sens bien. Et ça vient du reward et du fait d'être reconnu. Et le reward vient essentiellement du manager. Donc, en fait, quand tu regardes le truc, à mon avis, c'est des choses qui sont assez humaines. Alors après, j'imagine que d'une culture à l'autre, tu as forcément des différences dans comment ça s'exprime. Mais en tout cas, je pense que c'est des choses qui sont quand même assez communes, ouais. Ok, bon, bah, merci. Et pour notre deuxième partie d'études, on a de la Harvard Business Review. Les leaders classés dans le top 10 génèrent 4 fois plus de satisfaction collaborateur, 2 fois moins de turnover et près de 3 fois plus de performance business que les leaders moyens. Bah, j'espère. Écoute, Toi, j'espère. tu... J'avoue que j'aurais tendance à penser que oui, tu vois. Après, honnêtement, j'ai aussi des contre-exemples, tu vois, qui sont intéressants à mentionner quand on veut être un peu objectif. J'ai été dans des entreprises où j'ai connu des entreprises où le management était parfois très dur. Et je trouve que ce qui est intéressant, et là, ça touche plutôt le syndrome de Stockholm, tu vois. euh, il y a vraiment des boîtes où le management est terrifiant et les gens restent, tu vois. Bah, Steve Jobs, Elon Musk. Exactement. Alors là, peut-être que ce que tu peux dire, c'est que en fait, c'est tellement prestigieux que tu vois, les gens restent parce qu'ils ont l'effet, tu vois, quand tu es à un dîner, tu dis, bah, enfin, je travaille avec Elon Musk, tu vois, genre, donc peut-être que les gens, tu vois, se disent, bah, en fait, finalement, le statut que ça m'apporte vaut, tu vois, la pénibilité au quotidien. Mais je connais des boîtes beaucoup moins prestigieuses qui ne sont pas du tout, où le management est absolument horrible et qui restent. Et tu leur demandes pourquoi, et en fait, ils ne savent pas pourquoi. Et je pense que là, pour le coup, c'est vraiment, moi, ma théorie de comptoir, hein, je ne suis pas psychologue, mais c'est que c'est vraiment le syndrome de Stockholm. Et en fait, je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a en réalité dans une population de 100 personnes prises au hasard, parce que j'ai déjà vu des grosses équipes, hein, tu vois, de plusieurs centaines de personnes. L'ordre de grandeur, je trouve qu'il y a 10% des gens qui vont rejeter le truc, qui vont se dire non, mais c'est pas possible, en fait, c'est n'importe quoi cette boîte, et qui vont se barrer en disant vous êtes des fous alliés, jamais je resterai là. Mais tu as quand même une grande majorité silencieuse, je ne sais pas si c'est 90%, c'est certainement un peu moins, mais donc, et qui va accepter le truc. Et honnêtement, parfois des boîtes qui réussissent très très bien, avec une pression absolument énorme, tu vois, et pas de reconnaissance ou très peu de reconnaissance. Après, forcément, elles proposent toujours quelque chose, tu vois, mais j'ai toujours été assez fasciné par ça, honnêtement. Donc je préfère le croire, mais je pense qu'il y a toujours des contre-exemples et il y a toujours des business qui fonctionnent différemment. Et c'est vrai que nous, tu vois, je pense que chez Lamist, et évidemment, je prêche pour ma paroisse, mais je trouve qu'on est hyper gentil, tu vois. On donne énormément de choses. Parfois, on donne des primes qu'on ne doit pas aux employés. On laisse les gens travailler quand ils veulent. On ne demande aucune justification quand quelqu'un veut partir au milieu de la journée. Enfin, tu vois, Ouais, genre, vous êtes incroyable, hein. de liberté qui est juste incroyable, parce qu'on est sur des métiers très créatifs, tu vois, avec beaucoup de développeurs et tout. Mais tu vois, parfois, tu as des gens qui partent. Genre, il y a une nana, elle m'a dit, on n'a pas non plus un turnover très élevé, mais il y a une fille qui est partie avec qui je m'entendais super bien, une jeune, elle me dit, j'étais à 2 doigts du burn-out. Je lui dis, mais pourquoi? Enfin, est-ce que on t'a... Et je lui dis, est-ce que tu peux me donner un exemple? Une fois, on t'a donné une deadline. Elle m'a dit, ah non, on m'a jamais donné de deadline pour rien. Je fais, ah d'accord, ok. Et donc, qu'est-ce qui fait que tu étais en burn-out? Et c'est elle qui s'était créé un peu le truc toute seule. Alors, on a une responsabilité, tu vois, on n'a pas identifié ça. Enfin, elle n'a Ouais. pas été en burn-out, hein, je vous rassure, mais elle s'est sentie, tu vois, euh, subjuguée par la situation, alors qu'il n'y avait aucune pression. C'est une pression qu'elle s'est mise toute seule parce que on dit toujours qu'on a envie, qu'on est ambitieux, tu vois. Enfin, dans des choses, tu vois, latentes, indirectes, tu vois, elle s'est créée une pression elle-même. Et donc, parfois, tu as l'impression de créer la meilleure culture du monde, et en fait, tu as une personne qui s'épanouit pas dedans, ou qui, en fait. Donc, tu vois, c'est compliqué les sujets humains, je trouve. Bien sûr. Bah, l'humain, c'est la chose la plus complexe au monde, on est d'accord là-dessus. Après, je pense que pour l'Emlist et dans le cas de l'Emlist, la rapidité de croissance de votre société est telle que forcément, vous avez des gens en interne qui se mettent une pression eux-mêmes, même si vous essayez de créer une culture où c'est vraiment, ben, je te connais très bien, je connais Guillaume, vous êtes des personnes exceptionnelles, les gens peuvent venir vous parler, ils peuvent vous ouvrir la porte, je trouve que c'est exceptionnel avec la rapidité et votre croissance, mais d'une certaine manière, même si vous avez cette culture-là, vous, et que vous essayez vraiment de la mettre en place,
les gens doivent se mettre un peu de pression quand même quand on voit la rapidité à laquelle vous grandissez, quoi. Ouais, ouais, exactement. Non, non, enfin, oui, j'imagine. Non, mais tu vois, il y a des bonnes raisons. Mais ce que je veux dire, ce qui est intéressant, en tout cas dans cet exemple-là, et merci beaucoup pour ce que tu dis, tu vois, mais c'est vraiment que, en fait, quelque part, je me dis parfois, l'enfer est pavé de bonnes intentions, tu vois. Et, et donc c'est très difficile de dire, enfin, en tout cas, de dire que les meilleurs leaders génèrent 4 fois plus de satisfaction de collaboration. Je pense que tu sais, tu pourrais même dire que c'est un peu une lapalissade parce que en fait les meilleurs leaders sont ceux qui sont censés créer de plus de moins de turnover et moins de satisfaction, enfin et plus de satisfaction employée. Donc finalement, est-ce que tu vois, c'est pas un truc qui s'auto-répond, tu vois ce que je veux dire, ce Bien sûr, truc-là? bien sûr. Ouais, ouais, bon, on dira ça à la Harvard Business School alors. Ouais, Oh, ici, tu leur enverras ton petit retour. ils ont Merci Charles, investi. merci beaucoup pour le moment qu'on vient de passer ensemble, toujours aussi exceptionnel. N'hésitez pas à ajouter Charles aussi sur LinkedIn parce qu'il fait pas mal de posts qui sont super intéressants. On va passer à la suite du webinaire pour laquelle tu es bien sûr plus que welcome de rester. Après, je sais que tu as beaucoup d'obligations, donc n'hésite pas si tu dois nous quitter, Charles. Je te remercie. On a parlé de pas mal de choses avec Charles et notamment du différence de leadership. Il nous a montré sa vision sur l'Emlist et maintenant on va regarder un peu plus dans le concret sur la langue, c'est-à-dire la manière dont on manage les gens entre la France et les pays anglophones et comment ça peut être perçu. Donc on peut aller sur la prochaine slide qui nous parle justement des différences de communication directe versus diplomatique. Donc tout à l'heure, Charles en parlait un peu, il disait que nous on était plus des ingénieurs et que les Américains étaient plus des storytellers. Mais nous, on est aussi beaucoup plus direct en tant que Français et on va dire les choses qui peuvent souvent blesser des personnes qui sont internationales. Notamment, un manager français aurait tendance à dire à un collaborateur, la présentation n'est pas suffisamment claire, il faut la recommencer. Si vous faites ça dans un pays anglo-saxon, le collaborateur va percevoir ça comme un jugement personnel plutôt qu'un feedback professionnel. Et c'est très important de comprendre qu'en France, notre communication directe peut être perçue comme brute. Moi, je vais prendre l'exemple très concret de Maïs. Je suis française, mon associé Fabio est anglais, et au début, on avait des réunions ensemble. C'était très compliqué parce que lui, pour lui, il quittait les réunions en se disant que j'avais passé 1 heure et demie à l'insulter, alors que moi, j'étais simplement dans l'honnêteté la plus concrète. Du coup, Fabio, est-ce que tu peux nous dire la structure qu'on aurait dû dire en anglais avec ton accent magnifique? Bon, en anglais, c'est plutôt the structure is good, but to make it even stronger, here's what I suggest we improve. Donc on est vraiment dans bien passer par 50 chemins pour faire passer un message direct. La suite aussi, un collaborateur français va entendre quand on lui dit c'est très bien, mais il y a plusieurs erreurs à corriger. Il va tout de suite comprendre que c'est normal et on va valoriser l'idée d'aller enfin, d'aller dans l'amélioration. Dans les cultures anglo-saxons, si on utilise des choses comme ça, le type de feedback peut être perçu vraiment comme trop abrupt ou une critique constante sur la personne. Et c'est pour ça que c'est super important, si vous êtes amené à manager des équipes internationales, d'utiliser, je ne sais pas si Charles, tu es d'accord avec moi, mais d'utiliser vraiment les retours qui sont positifs et qui sont avant le correctif. Il faut vraiment d'abord leur dire, voilà, ce que tu as fait, c'est très bien, on va travailler ensemble. C'est un peu la technique du burger, quoi. Il faut dire le positif, le négatif et ensuite le positif. Alors que nous, en France, on est beaucoup plus direct et on a cette valorisation de l'amélioration constante qui fait aussi, Charles le disait tout à l'heure, dans les pays anglo-saxons, on est vu comme des personnes enfin, qui sommes lazy, donc qui sommes un peu paresseux, mais la réalité, c'est qu'on est très efficace. C'est qu'une réunion française, en un quart d'heure, on va dire quelque chose que dans une réunion anglo-saxonne, ils mettront 1 heure à dire. Et l'efficacité fait qu'on avance beaucoup plus vite aussi dans nos 35 heures de travail magnifiques et nos 5 semaines de vacances. Allons vers l'autre slide avant de passer vers la magnifique partie de Fabio. Quand on fait des réunions confrontation versus consensus, on entend par là qu'en France, on est dans la culture du débat, on le disait tout à l'heure avec Charles, donc interrompre pour exprimer son désaccord, Charles, il adore. S'il dit quelque chose en réunion, il a des collaborateurs qui lui disent non, je suis pas d'accord avec toi, il adore. Par contre, dans un contexte managérial comme dans un pays anglophone US, UK, ça peut paraître perçu, ça peut paraître, enfin, pardon, ça peut être perçu comme impoli ou agressif. Donc il est très important de comprendre, et notamment Gaël pour toi, parce que j'ai vu que tu allais partir en Australie, que quand on est dans un pays, alors déjà que les Français sont mal vus en Australie, je suis d'accord avec toi, et tu vas voir quand tu vas rentrer dans les magasins, ils vont tous te suivre, les vigiles. Malheureusement, c'est la réalité absolue. Euh, Quand tu seras dans une réunion,
la culture du débat, du moins dans cette réunion, il faudra vraiment faire attention et plutôt partir sur du consensus et respecter le tour de parole. Parce que c'est aussi ça qui fait qu'on est mal vu à l'international. On est vu comme des personnes impolies qui n'écoutent pas les autres et qui ne font pas l'effort d'aller vers les autres et de ne pas comprendre l'autre parce qu'on est juste dans la culture du débat. On a des petites questions. Excusez-moi, j'ai pas vu. Pardon? Une anecdote. Ah, j'ai une petite anecdote de Patrick qui dit, entre USA versus Europe, j'étais dans une filiale italienne, on avait des cours pour se comporter bien devant les Américains, notamment le côté tactile, surtout ne pas toucher un Américain. C'est vrai, Ouais. c'est extrêmement vrai et très intéressant, Patrick, parce que les Américains, moi je me souviens, hein, j'ai vécu à New York pendant 2 ans et c'était enfin, pour moi, j'arrive et je fais la bise. Pour eux, c'est très, tu es dans mon espace personnel, surtout ne me touche pas. Donc, bien, belle anecdote, Patrick. Alors, je vous ai donné quelques petits tips en français, mais maintenant, n'importe quoi, mon associé Fabio, excuse-moi, mon associé Fabio va vous parler de leadership en anglais. Et là, on va switcher en anglais. Donc, n'hésitez pas, pour ceux qui ne se sentent pas à l'aise, c'est le moment de bien pratiquer. Donc, je vous laisse avec Fabio, qui est une personne extraordinaire. Merci beaucoup, Deb, et merci beaucoup, Charles. Hello, everyone. On switch en anglais maintenant. So to introduce myself, my name is Fabio. I'm, as Deborah said, one of the co-founders of Maes France and the National Director of Studies of my English school in France. And so, yeah, Charles and Deborah have talked about transparency and co-leadership and solving problems together and reducing ego. And obviously, to lead like this in an international environment, but we need the language to do this. We need the language to communicate with clarity, with honesty, to collaborate. So yeah, together now, we will look at the language of Leadership 2.0. This section of the webinar is collaborative. So if you have something to say, you can comment in the chat, or if you are very courageous, you can turn on your microphone. I will be very happy, but in the chat is okay. But you already have some fun. Nice to hear you, Fabio. Thank you, Saba. Okay, so let's start. So Deborah talked about the differences we've collaborated together for 7 years now and 8 years almost. And yeah, it's a very interesting difference. We're very different people. And I've seen the cultural differences that Charles and Deborah have talked about, and they are very real for us. And I think, yeah, this feeling of safety is a very important thing in many cultures, for us British people, for Americans too. Small differences in the words we choose or the way we construct our phrases can make very big difference on how the message is received, how the person we are talking to will respond. So yeah, when we are trying to encourage clarity, honesty, and collaborative decision-making, the language we use is very important. The blaming, like language that sounds blaming, authoritarian, or certain, can move people into a defensive state. They feel threatened, their brain wants to fight or run away, so they are less productive, they are less able to respond to the problem well. I think this is a universal human thing, but maybe stronger in other cultures that are less direct than France. Par contre, when our language signals curiosity, safety, and collaboration, it moves people into a smart state, into an intelligent state, where their creativity and problem solving and innovation are possible. Obviously, this is difficult in a first language, so it's extra difficult to navigate in a second language, in a second culture. So let's cheat a little. What phrases can we use to make it easy in English to engage people's safety, curiosity, collaboration? But often you can start with, what if? Instead of saying, you should do this, if I say, what if you do this? It makes people think of it as a question, as a thing we're engaging with. And it's little simple things like this that change the way we receive a message. Would it help if is one that I really like with collaborators, with people who report to me directly. It helps them to see that we are collaborating, that I'm not telling them what to do. It makes them less defensive if I want to suggest an alternative way to do a task.
Can you help me understand is a very powerful one. If I don't know, if someone is doing something that you don't like, instead of why are you doing this? It's bad. Can you help me understand why you are doing this? Again, it diffuses the bomb. It makes people more receptive. I need your help is another very powerful one. And it's really simple. Just these few words can really change the way people listen to all of the message after. And even if you communicate directly, starting with this can make a big difference to how we receive the message as a British person, at least. Voila. I don't know if anyone. I just realized that I'm a very bad manager now. Thanks. No, you're a very French manager. That's the thing. I think we've navigated these cultural differences so well over the last 7-8 years, and I think it's what's made Maes such a fun place to work. Also, is that we have these different cultures, and we've managed to connect them in such an interesting way and incorporate the best elements of the two, the way that Charles has described. In fact, voilà. So. Let's look at some examples. So here's an example. Why did you make this mistake? Can anyone tell me? Maybe type in the chat. What's the problem with this? Is there a problem? Is it okay to say to a collaborator? Too direct, says Deb. Yeah, absolutely. I think. And why is it a problem if it's too direct? Maybe direct is useful. Direct gets to the point. Yeah, I like this, Julie. You incriminate directly. Yeah, I think as Gail says, you're pointing, yeah, and Mariette, you're pointing to the mistake. It's very confrontational. Exactly, Abby. Like if you say it like this, people feel judged, they feel defensive, and it will stop them from engaging with the idea. Any ideas? What is a better way to communicate this this message? Can you explain why? Nice. I like that, Julie. Yeah. Let's see, what did I write? Yeah, can you help me understand what happened? If I ask this question, but we are engaging together, we are collaborating on a solution, we are oriented to the solution. It's very different to being, oh, what did you have in mind? Nice. Fantastic contributions, everyone. Next one. That's the wrong solution. Okay, not okay? What's the problem, do you think? For me, it's not okay. Maybe for you, it's okay. Yeah, good, Saba. Ask about their intentions, their actions. Maybe see another point of view. I agree. Absolutely. Yeah, to my point of view, nice, Fabienne. Yeah, exactly the same as my idea. What if we explore another option? It allows us to engage, to collaborate. And exactly, it's dismissing them. Who are we to be so sure? Fantastic. Final one. You need to fix this. What's the problem here? Yeah, absolutely. It's a direct order. Need a solution now. Too bossy. Yeah, absolutely. Yeah, this you are blaming directly. It makes people defensive. It directs all of their energy to the part of their brain. It directs all of their energy to the part of their brain that is less evolved, the part of their brain that is a scared animal who just wants to be safe. We have other parts of our brain we want to use, and we can engage them. You have to. In French will be hard to hear this. Charles is leaving us. Thank you, Charles. A good alternative would be, I need your help to make this better, maybe. Fantastic. So yeah, I think it probably seems obvious. I've used slightly extreme examples, but using the language of safety, curiosity, collaboration, it makes people make better decisions. It makes people collaborate better. It leaves the door open to collaboration in a way that the language that makes people defensive closes the door to collaboration. And so the best leaders, like Deborah described, like Charles described, use language that keeps people open and curious and aligned with their objectives.
Again, I think there's a cultural element to this. We are more delicate in the UK, certainly, than the French. But I think probably many of the lessons here apply in France. I don't know, Deb, what do you think? Like, is this appropriate in France, or does it not apply as much? Everything you say applies in French. I Yeah. mean, in France, it's only we are more direct, but we could use those sentences. It's just that because it's a different language than ours, we don't necessarily think about using it. Yeah, absolutely. Yeah, it's so much harder to have this subtlety that you can have in your first language. I'm sure I would We find tend it to go difficult. very to the way that we would speak in French. Yeah, yeah, absolutely. I imagine that's the same for everyone who works in a multilingual environment. A nice point Agreed, from Gael, Gail. agreed. Yeah. Yeah, I think maybe if yeah, you don't feel authentic if you are saying it, if that's not how you feel. And I imagine, Deborah, for you, yeah, if you're saying like, oh, what if we explore another option? But deep down you think, but it was a stupid decision. Maybe you feel like you're not being authentic, like it's hypocritical. Yeah. Nice, cool, fantastic input, everyone. But I think one of the big points that came from Charles and Deborah is that shared leadership and collaboration requires good question asking. No one can lead alone, and to involve people in decisions, we need good questions that invite real thinking and not defensiveness. So yeah, what does it mean to ask a question well? Like, what is a good question? Quite a difficult abstract question here. Open, says Cecile. Yeah, I like it. Oh, not too personal, Gail. Open, Sandra. Nice. Yeah, I agree with all of this. Good leadership questions. Same. We are connected, guys. Good leadership questions are open. They invite real thinking. They are curious, not judgmental. They're low ego, I think. A good question is not about me being right. As Charles said, it's about us finding a solution together. And we need to make people feel safe. We don't want to trigger the defensiveness. Badly phrased questions shut people down. They close people's capacities. But the correct, well-phrased, good questions open people up. Voila. So let's look at some good questions. So useful language for low ego, high trust leadership. I have a few here. What's your take on this? I'd really like your perspective on this. I'm not the expert here. Help me understand. I may be missing something. What's your perspective? Does this align with what you're seeing? Let's look at how we can improve this together. There's a lot of stuff here like checking alignment to make sure that we're not pulling in different directions, talking about improvement instead of mistakes, trying to use we instead of I or you, which makes people feel defensive, asking for people's perspectives, the humility of accepting we are not perfect. Like all of these little things, I think really change the way collaborators respond to our requests. And yeah, absolutely, Saba. I think that like making sure we have alignment is such an important part of leadership. I think there are two things. Alignment and safety are the two pillars. If you do not have these two things, we cannot collaborate. The people just defend and close up. Cool. Okay, so let's do this exercise again. One more time. So I can say, who is responsible for this mistake? What's the problem with this? Any ideas? Too direct, nice. So how does that make people feel if it's too direct? Yeah, it's finding the person, pointing fingers, nice, yeah. Looking to blame, exactly. Responsibility should be all of ours, yeah. So yeah, I think kind of direct isn't necessarily a problem, but if you make people feel scared, if you make people feel defensive, it makes them less able to engage and find solutions. Something like, how can we prevent this next time?
is more solution oriented. It's more about our objective, which is to not have a problem in future. And it's not finding the witch so we can burn them. But we can use this for talking about KPIs too. Is it the most important? Find the solution, be aware for the next time. Yes, Saba, absolutely. Can we go through what happened so we can understand it better? Fantastic, absolutely. Yes, we want to know how to make it better. And why are these numbers so low this month? Well, it's accusing, it triggers defensiveness. Deb has said maybe some people in the chat are English speakers. Maybe just like the Anglophone culture is oozing through. Yeah, maybe something like what do you think contributed to this month's results? Is neutral, it invites analysis, it invites problem solving, which I think is what we are targeting. One more very important for me as a person who chases people about processes very often, accountability. So easy to say, why didn't you follow the process? Is there a problem with this? Is there a better way to say it? I ask this question every day. Yeah, me too, Deb. Ooh, can you walk me through what happened with this process? Nice. So you're identifying the points of difficulty instead of attacking the person. Nice. Yeah, very good. I think I said something similar. Do you understand the process? Do you need help? Yeah, nice. That's really good, Marie. Absolutely. The support that we need to give Isn't people. that too direct too? Do you understand the process? Wouldn't it be seen as very negative by you guys? That's interesting. It depends on the tone of your voice, I think, but like so much as well. Do you understand the process? Natalie, I can't believe this question could be considered aggressive. Nice. Yeah, we are very, very delicate in Anglophone countries. As poor Deborah has learned from working with Anglophones for the last 7-8 years. I swear, it's not easy. It's not easy. Yeah. They get upset very easily. And you don't understand the reason why they're upset. That's the hardest part. I suppose what it is the why didn't you in this case makes it sound like a disciplinary question. It makes it sound like you have broken the rules. And so if instead we are trying to identify the friction points, help us to be all right with the what's tourner autour du pot in English? I don't know this. Like not saying the thing. It's like you turn around. You turn around yes. and not mention the problem. Yeah, we go around the houses in English. Beat around the bush, even better, Maria. Yeah, that's a more natural one than mine. Stop beating around the bush and tell me the truth. Nice. I think that's a direct line from something Deborah would tell me in a meeting. I would say straight to the point, Fabio. Yeah. But I think I've gotten better at this. I think we've both adapted. You're the best. You got so better. Like, I'm very proud of you. Thanks, I'm proud of you. I would say something like, okay, what made the process difficult to follow in this case? Because now we're looking at the problem and how we can resolve it. And the person has no way of thinking, oh no, he's mad at me. Oh, voila. Okay, so let's recap. We've almost finished. So we said that we need to ask good questions. What does it mean to ask a question well? What did we say were the important factors? Not too direct. Make people feel safe. Has to be clear, safe, and considerate. These are all wonderful answers, yeah. Collaborate, be assertive at the same time, safety. Yeah, I think this is an interesting thing. I don't want to give the impression that English people don't want to have a solution or don't want directness. It's like the radical candor model. You need to be honest, but kind. You have to have the two. You always are thinking of the safety and the objective at the same time.
Love, love, love. Low ego, burger method, sandwich method. Yeah. I don't like sandwich method, says Sandra. And actually, I have feelings on this too, but okay, maybe another time we can talk about this. But yeah, I kind of agree, Sandra. Good leadership questions are open. They invite real thinking. They are curious, not judgmental. They are low ego. They are not about being right. And they are safe. They don't make people defensive. I think these are the universal things, whether you're direct or indirect, whether you use the sandwich method or you think that it's nonsense. These are quite universal, I think, even within the different spectrums of cultures. And we talked about some ways you can start your phrases, start your feedback, start your questions to engage the intelligent parts of people's brains. Smart state language often starts with, can we? Nice. What if? Lovely. Yeah, let's see what else. Yeah, what if? First one. Nice. Would it help if? Can you help me understand? I need your help. These are really good ways to engage people in the smart part of their brain, make sure they're not too defensive. Can I suggest? Nice. I like that one, Sandra. I like that a lot. But cool. Obviously, we work in international environments now with people from all over the world, and every human is different. But I hope some of these linguistic and cultural tools help. The big message from me today is about, remember, none of us can lead alone. To be a good leader, we need to engage people. We need to involve our teams in our decisions. Say, I understand often. I like that, Natalie. We need to encourage clarity, honesty, collaborative decision making. And we need good questions that invite real thinking about the problems that we face together. And the choices we make about the language we use have a very real impact on that. But voila, thank you very much for Thank you so joining much, us. Fabio. I hope can I switch back to French? Bah, bien sûr. Oh, merci. J'espère que ce petit webinaire avec Charles, Fabio et moi-même vous a plu. Et on vous annoncera la date du prochain parce qu'on est encore en attente de validation du prochain invité qu'on aurait. Mais je vous remercie vraiment d'avoir participé à ce webinaire et j'espère que vous avez passé un très bon moment. En attendant, on vous laisse avec notre calendrier des workshops qui sont les prochains qu'on aura en vente et négo, leadership et management, public speaking, RH et recrutement si jamais vous avez des besoins. Merci à tous. Thank you, everyone. Have a À lovely day. bientôt. Thank you very much. It was nice. Thank you. Bye.